Qu'est-ce que tu fais, papa? Je suis en train de pondre un concept de publicité pour le ministère de l'Éducation. Ça aurait l'air que ça va pas très bien dans nos écoles au Québec. Et qu'est-ce que tu leur proposes? Ben, c'est simple. Quelques visages coquins d'enfants, 3 ou 4 répliques craquantes, des souliers à roulettes avec la lumière. L'éducation, ce n'est pas l'affaire d'une petite caste. C'est ce qu'on a décidé en 1960 quand on a fait la Révolution tranquille. Avant, il y avait des gens, beaucoup de gens, qui disaient l'éducation est trop important pour laisser ça entre les mains de certains politiciens ou même de la population. Résultat, c'était les évêques qui décidaient les programmes qu'on enseignait dans les écoles. Avec la Révolution tranquille, on a dit non. L'éducation, ça regarde tout le monde. Alors, c'est pas vrai qu'on va passer d'une caste cléricale à une caste d'experts qui va nous dire comment on va passer l'éducation. Actuellement, au Québec, là, on est extraordinaire. On peut changer toutes les matières, d'un coup sec comme ça, en 3 ans. Il y a quelqu'un qui décrète à un moment donné, voici, messieurs et mesdames les professeurs, vous n'êtes pas compétents, nous autres, on va vous dire quoi faire, et là, on change ça partout. Vous imaginez un ministre de la Santé qui aurait les mêmes pouvoirs, on serait mort tout le monde depuis longtemps. Vous imaginez un ministre de la Santé qui dit aux médecins demain matin, voici, j'ai décidé que c'est plus comme ça que vous allez soigner les gens, c'est plus comme ça que vous allez opérer, c'est plus ça les remèdes que vous allez donner aux gens, vous allez faire ça, 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 ça. Et ça, c'est le grand drame de la pédagogie québécoise, c'est que les programmes au Québec ne sont plus des programmes d'études, ce sont des méthodologies. Et ça, c'est inacceptable. Un programme d'études, ça consiste à dire ceci, à la fin de tel et tel cycle d'études, vous devez être capable, vous devez avoir atteint tel et tel résultat. Ça, c'est le résultat à atteindre. Le commun, ça, il n'y a pas un fonctionnaire qui a se mêler de ça. L'école appartient encore à la commission scolaire, au ministère de l'Éducation, avec des règles assez strictes. Les enseignants nous disent souvent, ben, je suis obligé de faire ça, j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas. Il y a un auteur qui s'appelle Krishnamurti qui a dit « C'est parce que nous sommes si desséchés nous-mêmes de valeurs que nous avons laissé les gouvernements prendre le contrôle de l'éducation de nos jeunes. » Mais que faites-vous, monsieur? Ministère de l'Éducation. Je dirais, c'est le garant du statu quo, là. C'est ça, le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation, c'est lui qui édicte les normes, c'est lui qui édicte les règles, c'est lui qui édicte tout ce que tu voudras. Donc, en gros, le ministère de l'Éducation, c'est ce qui fait que le gouvernement maintient la société tranquille, telle qu'elle est, puis avec les, je dirais, maintient le désordre établi. Je dis bien le désordre établi, parce que si on considère que c'est l'ordre actuellement d'avoir du monde qui gagne des milliards à côté de gens qui crèvent de faim dans le même pays, ben là, 99,9% de ce qu'on appelle État et gouvernement à l'échelle de la planète aujourd'hui, particulièrement les nôtres, qui sont dans ce néolibéralisme devenu fou, il nous a conduit à cette crise, à cette multicrise qui est en train de massacrer le tiers-monde, et nous, on est à l'abri parce que justement on massacre le tiers-monde. Ce système est aussi le système qui pense l'éducation, qui pense la santé, qui pense tous ces services essentiels, tous ces besoins essentiels du citoyen, qui doivent être des ressorts de l'État. Et donc, je répète, ces gouvernements, ces régimes, pour moi, 99,9% à l'échelle de la planète, ne sont plus des États, ce sont des comités de gestion au service des classes dominantes. Le ministère de l'Éducation va dire, ben écoutez, à partir de maintenant, le programme scolaire, ça va être telle chose. Donc, il implante un système scolaire, un programme scolaire, ou encore il implante une réforme scolaire, comme on a au Québec en 2005, 2006, 2007, peu importe, là,
Et puis, à un moment donné, c'est le même ministère de l'Éducation qui évalue les résultats. Ça fait que il n'y a pas un ministère de l'Éducation qui va dire, bien, écoutez, notre programme, il ne fonctionne pas. Ils sont juges et partis. On se définit beaucoup comme des donneurs de diplômes à des jeunes. Nos étudiants ne sont plus des étudiants, c'est des clients à l'entrée, et à la sortie, c'est des produits. Les questions qu'on se pose, c'est, comment satisfaire nos clients, c'est-à-dire comment leur vendre les diplômes les plus attrayants possibles, les plus faciles, les plus simples. Or, la compétition offre des diplômes où on donne des 95% à la moitié des étudiants. Et nous, si nous sommes sévères et que nous donnons 95% qu'à 5% de nos étudiants outstanding, eh bien, nous les pénalisons comme produits sur le marché. On comprend aussi que le ministère n'a pas avantage à trop valoriser le travail des enseignants, parce que de l'autre côté, c'est lui qui le paye, ce travail-là. Fait que si le ministère n'arrête pas de mousser la compétence des enseignants, bien on voit là les délégués syndicaux saliver et prendre ça en note pour les prochaines négociations, puis dire si on est si compétent, payez-nous, ou payez-nous mieux. Peut-être qu'on m'a tiré bien des pierres, mais j'ai fait partie du Conseil supérieur de l'éducation, OK? Sur un comité préscolaire primaire quand j'étais plus jeune. Et à un moment donné, il y a eu la consultation sur doit-on changer l'âge d'entrée des enfants à la maternelle et rentrer au mois de janvier ou tout ça. Et je parlais avec quelqu'un du comité. Je sais pas si je devrais dire ça. Et la personne a dit, tu sais, le gouvernement, il consulte. Il va aller voir, la rumeur va se répandre, on va voir dans le monde qu'est-ce que ça dit. Si c'est pas favorable, ça va passer. Si c'est pas favorable, ça passera pas. Fait que toi, tu es là, tu fais des recherches, tu questionnes, tu te positionnes en tant que spécialiste dans un comité qui est supposé de conseiller le ministère de l'Éducation, et tu entends un de tes collègues, parce que toi, tu es nouvelle, dire ça, c'est quoi tu fais? Tu dis, bon, OK, ils lancent des ballons comme ça, ils vont voir, est-ce que c'est favorable politiquement? Bon, c'est pas favorable, on le fait pas. Ça m'a désillusionnée au plus haut point. Et je me suis dit, tiens, l'éducation, c'est politique. C'est rare qu'une personne va demeurer plus de 18 mois à la tête du ministère de l'Éducation, ce qui fait en sorte que le personnel du ministère est toujours sur les dents. Fait que s'ils veulent proposer quelque chose, ils doivent faire signer leur supérieur, qui lui va aller faire signer son supérieur, puis ça va monter jusqu'au sous-ministre. Puis là, le sous-ministre, il va regarder ça, puis bon, donc ça, on tasse ça parce que si ça sort, là, le ministre est déjà dans le trouble pour tel dossier, faut pas y mettre ça en plus d'impact. Prochainement, il y aura de grands changements en éducation. Je veux dire qu'il y aura quelques changements peut-être d'ici les 10 prochaines années. Et regarde, on s'est fait dire qu'il fallait qu'on fasse une dictée à nos jeunes. Il fallait faire la dictée. Encore là, on a-tu besoin de se le faire dire? Monsieur Lévesque était évidemment premier ministre du Québec et un de ses conseillers immédiats, un des conseillers importants de M. Lévesque, près de lui tout le temps, c'était un de mes grands amis. Alors je remettais à mon ami des documents, comme ceux que je vous ai remis, puis il remettait ça à M. Lévesque. Puis je rencontrais à quelques reprises M. Lévesque chez l'ami en question. Mais un jour, M. Lévesque me dit, Monsieur Robichaud, là, je lis vos textes, bien d'accord avec vous, mais j'y peux rien, monsieur. Le ministère de l'Éducation, là, on ne peut rien faire là-dedans. Moi, je ne peux rien faire. Monsieur Robichaud, là, restez dans votre école, puis améliorer le dictée au deuxième semestre. C'est ce que vous pouvez faire de plus important pour l'éducation. Et la preuve qu'il était sérieux, c'est quand il a écrit son livre, il me l'a dédicacé. Monsieur Robichaud, s'il vous plaît, améliorer le dictée au deuxième semestre. Le Danemark
c'est parfaitement comparable au Québec. À peu près la même population, le même climat, la Suède aussi, la même taille en gros. Ils consacrent à peu près le même taux du PIB à l'éducation, si je ne me trompe. Plus de 10 fois plus de profs par étudiant que nous. En Danemark, il n'y a pas cet appareil bureaucratique tentaculaire qui contrôle ceux qui contrôlent, ceux qui contrôlent, ceux qui contrôlent, ceux qui enseignent. Non, c'est très décentralisé comme la Suède. Tout se passe au niveau municipal, tout se passe au niveau local, tout absolument tout. Donc, sauf évidemment les programmes nationaux, qui sont des programmes de très haut niveau d'ailleurs. Et j'ai enseigné au Danemark, je sais de quoi je parle. En plus, l'État danois donne à chaque étudiant, quelle que soit sa situation familiale, 800 $ par mois en moyenne pour étudier gratuitement au premier cycle universitaire. Deuxième cycle universitaire, ça peut aller jusqu'à 1800 $ par mois pour étudier gratuitement en maîtrise et en doctorat selon le domaine dans lequel vous êtes. Pourquoi est-ce qu'on nous chante que les étudiants doivent payer pour étudier? Comment ils font les Danois? Comment ils font pour donner 800 $ par mois au premier cycle pour étudier gratuitement? Et vous pouvez faire 15 baccalauréats si vous voulez, 15 doctorats, gratuitement, et on vous donne entre 800 et 1800 $ par mois pour étudier gratuitement. Comment ils font? Ben c'est très simple. Ils font payer l'impôt aux riches.